Merci d'accueillir pour animer cette rencontre Jean Lequinf, qui est président des Films du Delta et cofondateur du festival quand même, c'est l'occasion de le dire, et professeur d'histoire. Nos invités, Paul Bouffartigue, pardon, je ne sais pas où vous êtes, je ne vous ai pas vu en arrivant. Merci d'être parmi nous. Voilà, je vous ai mieux présenté au début. Voilà, et Gérard Lédé, merci. Et le réalisateur Olivier Cossu. Voilà, bonne rencontre. Bien, bonsoir. Merci pour ce film, Monsieur Cossu, qui est d'une très grande richesse formelle, coloriste et musicale. Parce que la musique, j'ai trouvé, je n'avais pas vraiment remarqué ça, a une très grande importance dans le film. D'ailleurs, c'était un des points importants de la construction du film. Et moi, dans ma vision des choses, en fait, c'est une musique aussi riche, en fait, comme ça, et aussi présente. Elle est arrivée assez tard dans le processus, parce que moi, dès le début, j'imaginais un film beaucoup plus brut et limite documentaire, en fait. Donc, dans ma première vision du film, en fait, c'était vraiment quasiment pas de musique. Et c'est après, au moment du storyboard, il fallait rajouter un peu plus de... En fait, le film il était aussi pour les spectateurs et pas juste pour faire un livre d'histoire ou voilà, pour raconter des faits bien... c'est une fiction et il faut penser toujours qu'on va le montrer à des gens qui sont aussi là pour qu'on leur raconte des histoires. Et donc la musique est venue... elle n'a pas été comme ça tout de suite, en fait. Voilà. Et je suis très heureux qu'elle soit comme ça maintenant. Et surtout d'avoir travaillé avec Yann et Pablo, les deux musiciens, qui sont vraiment adorables, quoi. Vraiment, et ils ont fait un travail énorme. Et on s'est vraiment bien entendu sur... moi, en termes de musique, ils n'aiment pas quand je dis ça, mais j'y connais pas grand-chose en musique ou en technique, on va dire. Et là, on a travaillé vraiment, je leur décrivais la scène. Je vois ça comme ça, façon, par exemple, la scène de la manif, quand Édouard s'est fait tuer, en fait. Et voilà, donc, j'imaginais ça vraiment comme un western, en fait. Et tout le film, j'imaginais ça comme un western. Alors, ça se voit pas trop, peut-être. Mais c'était aussi par rapport à mes influences et tout. Et je voulais un western. Donc, je leur ai dit ça. Et effectivement, ce qui ressort, on a des petits bruits il y a des petites cloches, des comme ça. En fait, on croit pas qu'on est au Mexique, tout ça, mais on a vraiment une impression de duel entre les flics et les manifestants. Donc voilà, il y a toujours cette idée de duel et ils ont traduit. En fait, ça s'est créé comme ça. Les musiques, ça a été. Je vous dis un peu l'ambiance et après, faites ce que vous voulez. Ça reflète aussi la pensée des personnages. Hein, Oui, c'est important de dire ça parce que justement, la fin, pareil, en fait, quand on fait un film, tout change tout le temps. Même si je voulais quand même verrouiller pas mal d'étapes parce que c'est un film à petit budget et on ne peut pas se permettre de faire tout ce qu'on veut, en fait. Oui, c'est pas un film américain Ah non, pas du tout. Non, du studio Pixar. Hein. Non, c'est pas Star Wars, on s'amuse pas autant. Mais et c'est pas aussi rigolo. Mais voilà, en fait, très vite. Et d'ailleurs, la production, quand ils m'ont appelé, la première chose qu'ils m'ont dit, c'est on n'a pas de budget. Voilà, ça n'a pas été compliqué. Ils m'ont dit on n'a pas de budget, il n'y a pas de sous, mais on veut faire le film, ça nous intéresse. Et on a vu ce que tu faisais avant, en fait. Et je viens de la technique, moi je viens des effets spéciaux, donc je sais à peu près comment donner un peu de vie à un plan sans qu'il coûte trop cher. On va dire ça directement, quoi. Et donc j'ai été appelé sur le projet comme ça pour trouver des solutions techniques au départ. Et donc je les ai amenées. Et ça a permis de rentrer dans le budget. Donc il faut que je revienne à ce qui a été dit au début. Donc voilà, j'ai amené un point de vue technique pour économiser de l'argent, pour dire tout. Et ensuite, donc j'ai verrouillé pas mal de choses pour pas avoir à refaire les choses. Par contre, au niveau
des grandes phases du film, le début et la fin, il y a eu énormément de changements en termes d'intention, et par rapport à la musique aussi qui accompagne les personnages. Le moment où il y a le poème, c'était pas prévu comme ça aussi. C'était dans des soucis d'économie aussi. C'était un moment où on n'entendait que la voix du personnage en fait. Et je me suis rendu compte, on s'est rendu compte, toute l'équipe, que il manquait. C'était très brut, et c'était très intéressant. Par contre, plastiquement, on va dire, c'était intéressant d'entendre que cette voix, parce que ça s'est passé comme ça dans la réalité. Mais une fois qu'on amène un peu de musique, on rajoute de l'émotion et ça nous permet de garder le spectateur jusqu'à la fin, en fait. Et la musique, elle a vraiment servi à ça, en fait, à garder le spectateur. Oui, mais pas toujours. uniquement, il ne faut pas être trop Mais modeste non plus. voilà. Je voulais... Voilà. Pardon. Le film aborde beaucoup de thèmes, hein, malgré le manque de moyens, malgré peut-être tout ça, dont on va un peu parler peut-être. Et il commence par ce qui est un des thèmes majeurs du film pour moi, en dehors du fait des grèves, etc., c'est la médiatisation des revendications, des manifestations, etc. Voilà. Ce que j'ai pas dit quand j'ai présenté le film, Ouais. c'est, pour revenir là-dessus, c'est de parler de René Vauthier, en fait. Le réalisateur qu'on voit dans le film, là, il a vraiment existé. Le film est parti de lui, en fait. Au moment des grèves, la CGT a appelé René Vauthier, qui était exilé ou même qui était clandestin en France, parce que le gouvernement français l'avait appelé pour partir en Afrique et faire un documentaire sur la colonisation, en se disant allez René, vas-y, fais-nous un beau truc, en fait, quelque chose. Voilà, les aspects positifs. Il est arrivé en Afrique. D'ailleurs, il a fait un film qui s'appelle Afrique 50, que vous pouvez voir. Et bon, quand il arrive en Afrique, il s'est bien rendu compte que la colonisation, c'était pas super rigolo, quoi. Donc, il a fait un film contre la France, en fait, contre l'État français. Donc, l'État français, ils ont dit d'accord, pas de souci. Donc, tu rentres plus en France, tu n'as plus le droit de revenir. Et quand la CGT l'appelle pour revenir à Brest, alors la CGT l'appelle pas du tout pour filmer l'enterrement d'Édouard Mazet, parce que c'était pas prévu, quoi. Ils l'ont appelé juste pour un peu regonfler le moral des troupes. C'est-à-dire que ça faisait des mois que les ouvriers faisaient la grève, et la CGT a dit René, viens, fais un film pour qu'on parle de ce qui est en train de se passer, ce qui n'était pas du tout le cas. Pas trop, et aussi pour qu'on projette le film sur les chantiers, ça redonnera le moral à tous les gars qui attendent en fait que les choses bougent. Donc il est venu pour ça, et quand il arrive à Brest, ce qu'on peut voir dans la BD, ce qu'on voit pas dans le film, il arrive dans un petit bateau clandestinement, et effectivement s'il se fait repérer par les flics, il va en prison direct. Donc tout le jeu dans le film et dans la BD, c'est que René Vauthier ne doit pas se faire repérer par les flics, en fait, parce qu'il n'a pas le droit d'être là. Il a quand même réussi à faire son film. Le film a vraiment eu l'effet escompté. En fait, il a été projeté à peu près 10 à 15 fois tous les soirs sur les chantiers. Et c'est pour ça que, à peu près, je crois, c'est pour ça d'ailleurs que le film n'existe plus. Il n'y a plus de preuves. Il reste 3 petits photogrammes aux archives de Brest. Du film que René Vauthier, pas de ce film, du film que René Vauthier a fait sur les ouvriers. Et d'ailleurs, on peut les voir, les petits photogrammes, les petits diapos, dans le film Un homme est mort. C'est les images en noir et blanc de l'enterrement, et de la marche en fait des ouvriers, des dockers plutôt. Et pour la petite anecdote, un autre réalisateur, un ami de René Vauthier à l'époque, faisait un film sur les dockers en fait. Il avait des images de tous les dockers de France, du Havre, de Marseille, tout ça. Il n'en avait pas de Brest. Et il a appelé René Vauthier pour lui dire écoute René, j'ai des images de tous les dockers, j'ai presque fini mon documentaire, sauf que j'ai pas ceux de Brest. Est-ce que tu en as? Et il a dit j'en ai, sauf que c'est extrait de mon film que j'ai fait sur les ouvriers, mais il reste que quelques images en fait. Donc si on veut voir les quelques images que René Vauthier a fait sur les ouvriers, dans un film, il faut retrouver le film de l'ami de René Vauthier, dont je ne me souviens plus le nom. Voilà. Mais c'est pas grave. Et donc voilà, le film existe un petit peu. Voilà. Vous avez, avant
avant la séance, vous avez parlé un peu du contexte, ce qui se passait. J'aimerais bien qu'on précise un peu les choses parce que c'est l'après-guerre. Il y a plein d'un problème non seulement de ravitaillement, etc., de reconstruction, mais il y a aussi un contexte politique très fort. Un des deux, vous pouvez évoquer peut-être un peu ça. Oui, en fait, moi je voulais vous remercier parce qu'au-delà de l'aspect artistique, formel du film, qui est magnifique, c'est un film très utile pour l'histoire et pour l'histoire sociale de ce pays. Parce qu'au fond, cette période-là, on est en 1950, c'est une période fort méconnue, en partie oubliée de l'histoire du syndicalisme et de la CGT. On connaît assez bien la période qui précède, celle de la reconstruction, 44-47. Là, on est en pleine guerre froide. Et on le voit d'ailleurs à la dureté tragique des affrontements. Une dureté qui a commencé d'ailleurs à Marseille, avec 2 morts, Vincent Voulant et Lucien Bettini, qui s'est poursuivi dans la grève des mineurs en 1948 et qu'on voit ici à Brest. Et on connaît mieux la période qui suivra, celle des années 60, avec ce qu'on a appelé un peu improprement les 30 Glorieuses. Donc c'est bien d'avoir mis, je trouve, là, un coup de projecteur sur ces années 50, sur une CGT qui se trouve isolée, qui a dû subir une scission avec Force ouvrière en 1948. Donc elle reste forte, cette CGT. On voit qu'elle est adossée à des militants très aguerris, qui sont prêts à combattre jusqu'au péril de leur vie. Mais il y a un rapport très compliqué, avec le patronat, ça c'était pas nouveau, mais avec l'État aussi. Parce qu'entre 1944 et 1947, la CGT qui est adossée, on le sait bien, au Parti communiste français, il y a des ministres communistes, ils sont 5, 6 jusqu'en 1947. Donc ils ont des relais dans l'État. Et on voit bien dans le film d'ailleurs la pauvreté des moyens dont dispose la CGT, alors qu'entre 1944 et 1947, au contraire, le syndicat avait pu bénéficier, à travers des services sociaux, d'apports importants matériels. Là, on voit un syndicat qui n'a presque plus, mais c'est déjà beaucoup, que sa force de revendication et sa force d'affrontement avec l'État et avec le patronat, jusque dans un conflit social très tragique. Mais qu'elle avait encore un peu, parce que justement j'ai une petite anecdote sur la CGT, on a fait une projection cette année, en fait, à la demande de la CGT, justement. Et la représentante de la CGT qui avait monté toute la projection, à la fin, elle a fini en larmes, en fait. Et ça n'avait rien à voir avec la fin du film. Ça avait à voir, en fait, avec ce qu'on montrait des syndicats et de la CGT, justement. Et elle expliquait qu'elle était rentrée justement dans le syndicat pour toute cette force et cet esprit de famille. Parce que là, ce qu'on montre aussi, c'est qu'au final, à Brest, à l'époque, toute la ville était syndiquée, ce qui n'est plus le cas du tout. Mais en fait, ce qu'elle nous a dit, c'est que là, le film, il fait plus mal qu'autre chose parce qu'il nous montre en fait ce qu'on a été. Et actuellement, la CGT n'a plus le même poids. Et voilà, en fait, elle était vraiment triste de ce que ça a été et de ce que c'est maintenant, quoi. Et pour revenir aussi sur le contexte de l'époque, c'est-à-dire et pourquoi aussi on peut dire, ça pète aussi rapidement en fait avec les forces de l'ordre. C'est là-dessus que je veux revenir. C'est que l'image des forces de l'ordre pour les ouvriers, avant il y a toute une histoire autour de la guerre d'Indochine, tout ça. En fait, les forces de l'ordre ont été considérées aussi comme les traîtres en fait, comme ceux qui avaient aussi collaboré. Il y avait un mélange de beaucoup de choses. C'est ce qui explique le fait que quand les manifestants arrivent à la manifestation face à des flics, ils se disent, voilà, on est en face de l'ennemi en fait. On est en face de l'ennemi absolu qui nous aime pas, qui nous a trahis, et on va lui rentrer dedans assez rapidement. Et parce qu'il y a eu plusieurs manifestations, mais là c'est une accumulation de choses qui a fait que bon, là, on y va en fait. Oui, il y a des grandes grèves avant. Donc, juste un mot sur les forces de l'ordre aussi. En 1944-1945, quand on crée les CRS, les compagnies républicaines de sécurité, elles sont largement investies par des militants communistes qui poursuivent leur engagement dans la résistance dans ces compagnies en pensant qu'il va y avoir une police républicaine. Et puis la guerre froide arrivant, ces compagnies vont être épurées complètement et vont devenir des forces de répression terribles. On le voit bien dans le film. Vous avez bien raison. Pour revenir un peu au film et à la technique, en termes de design des personnages, il y avait aussi
le costume, l'habit des forces de l'ordre est assez précis par rapport à ce qu'il a pu être, mais il a été aussi renforcé pour donner ce côté un peu manichéen, quoi, les méchants et les mauvais, quoi, parce qu'il fallait aussi se prononcer d'une certaine manière et dire que ça a appuyé le fait que justement ça a explosé très vite parce qu'en phase 2, c'était une vision sombre de l'ennemi en fait. Et voilà, c'est pour... Mais dans l'histoire, quand même, bon, je vais faire un tout petit peu d'histoire. Vous demandez, il y a quand même dans les formes de revendication, à partir du 19e, du 20e siècle, des formes de violence terribles quand même. Hein. Alors, en préalable, moi je découvre tout à fait ce volet historique. J'ignorais tout de cette grève, comme peut-être beaucoup de spectateurs. Peut-être pas Gérard, qui est un spécialiste d'histoire sociale. Donc la première vertu de ce film, c'est de nous faire apprendre. Mais je reviendrai sur la réaction de la syndicaliste qui m'interpelle aujourd'hui. Donc moi j'ai été très ému par ce film. Merci d'avoir fait ce film, qui non seulement apporte des informations, mais apporte beaucoup d'émotions et fait beaucoup réfléchir justement sur l'usage de l'image et de l'information pour accompagner un mouvement social. Ça on peut faire le pont direct avec l'actualité. Et la violence policière, justement, s'il y avait un mot que j'avais envie de dire en introduction, c'est la continuité de la violence policière, la violence d'État dans les luttes sociales dans ce pays. Et c'est un collègue étranger, argentin, qui me disait que c'était une constante aussi dans son pays, et qu'en fait, en France, il y avait peut-être eu une parenthèse de quelques années, dans les années justement 50, où il n'y avait pas eu de mort pendant les mouvements sociaux, mais en fait très vite après il y a Charonne, il y a 68, et puis l'actualité, il y a eu quand même plusieurs personnes qui sont décédées à l'occasion du dernier mouvement social, y compris une dame de 80 ans à Marseille qui a été directement victime d'un tir de gaz lacrymogène, je crois, des forces de l'ordre. Donc voilà, continuité de la violence policière et du déni, ce qui est peut-être aussi grave et aussi important, le déni de cette violence policière. Vous avez vu qu'il n'y a toujours pas de condamnation des décennies après de ce crime. Et on est encore aujourd'hui dans un déni très très grave des violences policières. D'ailleurs, en termes de médiatisation, tout ça, à l'époque, le Télégramme, le journal de Brest, accusait les manifestants d'avoir tué Édouard, en fait. Parce qu'on sort de la guerre, justement, et ils étaient tous à peu près armés, ou avec des couteaux, des pistolets du papa, ou de la résistance, quoi. Voilà. Et le Télégramme a clairement dit... pourquoi ça serait les flics en fait? Pourquoi ça serait pas quelqu'un qui a voulu tirer sur un flic et qui a eu son copain en fait? Et donc le Télégramme a réhabilité l'histoire il y a pas longtemps, c'est il y a une quinzaine d'années en fait, où c'est ressorti, où ils ont dit bon, on a peut-être fait des erreurs, et aussi par la pression de Pierre Causien qu'on voit dans le film, celui qui s'est fait amputé. C'est lui qui a trouvé le nom du flic qui a abattu Édouard en fait. Donc il a dit c'est bien les flics qui ont fait ça, mais ça a mis 50 ans à ressortir, quoi. Alors voilà, je voulais dire encore un mot. Puis après, je voulais savoir comment le débat a été conçu, quelle a été la place de la salle. C'est la salle. D'accord. Et on a combien de temps aussi? On a du temps. Donc la deuxième chose que je voulais dire, c'est réagir à la réaction de la syndicaliste qui pleure et qui dit ce film nous fait du mal. J'imagine que c'était pas l'objectif du réalisateur. Bon. Elle me rend triste. Il me rend triste le film parce que il montre une image pour laquelle je me suis engagé avec la CGT. Voilà. Donc en fait, moi je voulais parler de la mythologie de la classe ouvrière et de la nostalgie et donc de ce travail de deuil duquel on n'est pas sorti et qui paralyse un petit peu. Donc je pense que peut-être une des forces du film, c'est sa forme justement film d'animation, qui peut peut-être éviter de mettre de côté une lecture trop immédiate et qui peut lui permettre d'éviter d'entretenir cette mythologie d'une classe ouvrière soudée, combative, glorieuse, héroïque, virile, etc. Moi, quand je fais des débats sur les transformations du paysage social et des luttes sociales, je commence souvent par citer
cet écrivain qui a écrit la nostalgie, c'est souvent le regret stérile d'un passé imaginaire. Hein. Donc, comment sortir de la nostalgie qui paralyse et d'une certaine mythologie qui paralyse. Et moi, je pense que ce film peut l'aider par sa forme, justement, par sa forme poétique, hein, qui m'a beaucoup touché. Mais pour ça, j'ai besoin de savoir aussi quelle va être l'histoire de ce film. Alors donc j'ai tout appris. J'ai appris qu'il avait été projeté, qu'il était passé à Arte, sur Arte. Hein. Donc il a été vu par des centaines de milliers de gens. Et j'aimerais savoir quel est le retour du public sur ce film pour pouvoir continuer à en discuter. Alors, il est très différent selon les lieux. En fait, parce que justement, j'ai tourné toute l'année dans différents pays. Et à chaque fois, c'est différent. C'est-à-dire que la première fois, c'était au Maroc, en fait. C'était en mars l'année dernière. Et alors là, ils étaient en folie, quoi. Ils étaient trop contents de voir un film d'animation, parce qu'il n'y a pas beaucoup de salles au Maroc, en fait. Et d'ailleurs, je dis, l'Institut français de tous les pays où je suis passé fait un travail énorme justement pour sortir ce genre de film. Et donc en fait, au Maroc, ils m'ont tout simplement dit mais en fait, vous avez le droit d'aller manifester dans la rue, vous. Ouais, c'est tout bête, c'est même pas le film est bien ou quoi. Vous avez le droit d'aller dans la rue pour manifester, quoi. Donc c'est là qu'on voit le niveau entre chaque pays. Après, en Roumanie, eux, c'était par rapport à Ceausescu, la dictature, la presse qui était vraiment... n'avait pas le droit de parler. Ils m'ont dit, mais en fait, eux, c'était plus par rapport aux médias, justement. Mais comment ça se fait qu'une histoire pareille n'est pas ressortie plus tôt, ou qu'on n'en parle pas plus, parce que c'est grave. Et en fait, chaque pays a une réaction différente, et après, les publics aussi ont des réactions différentes. On a fait pas mal de projections avec des scolaires, justement, par rapport au programme pédagogique, tout ça. Et j'aimerais bien qu'il soit projeté plus dans les classes, tout ça. Et en fait, les enfants, eux, au début, j'avais une petite appréhension. Je me suis dit, déjà, est-ce qu'il n'y a pas des images qui peuvent choquer ou quoi? S'il y a des enfants dans la salle, ils pourront me dire plus tard. Mais en fait, de manière générale, la réaction, c'est eux voient tout de suite le lien avec ce qui se passe maintenant, en fait, par rapport au papa ou maman, quoi. Et en gros, à toutes les projections enfants, scolaires, à la sortie, c'est ouais, en fait, c'est comme à la maison, en fait, c'est non mais vraiment, hein, c'est comme papa quand il va au travail le soir, il rentre, il râle, et toutes les années ils vont faire des manifs avec les copains, quoi. Ah, vraiment, c'est ça. Hein. Et d'accord. Les enfants, ils disent la vérité en général. Et donc, ils m'ont dit une chose, c'est que voilà, ce que j'avais peur, c'est ça parle beaucoup le film quand même. On dit beaucoup d'infos. Et quand je dis des scolaires, c'était les plus jeunes, c'était des 8 ans, 8, 9 ans. Ah. Et voilà. Et donc on se dit, je vais pas dire qu'ils vont rien comprendre, mais il y a beaucoup d'informations. Même moi, des fois, je comprends pas tout. Mais et à la fin, ils cherchent pas à savoir ce qu'ils n'ont pas compris ou pas. Ils arrivent à faire ressortir l'essentiel, en fait. C'est que il y en a un qui m'a dit que le film, en fait, il y avait que à changer les déguisements. Les déguisements et les décors, et c'est ce qui se passe maintenant, en fait. Et voilà. Donc entre 50 et maintenant, il dit, bah ouais, t'as pas tort, hein, c'est vrai. Et donc voilà, et ce qui est bien avec les enfants aussi, c'est que contrairement à un public adulte où on va un peu se retenir dans la salle, tout ça, les enfants, soit ils aiment pas. Quand ils aiment pas, on le sait, ils jouent avec leur portable. Et c'est sympa quand on est dans la salle. Et quand ils aiment bien, on le sait direct, en fait. Et c'est aussi pour ça que dans le film, moi, il y a plein de scènes où je sais maintenant ce qui plaît aux enfants ou pas. Parce que c'est à peu près toujours pareil. Comme c'est les armateurs qui ont fait Voilà, le film, les armateurs ils sont bien placés pour te faire un deuxième long métrage. Exactement, les armateurs qui ont produit le film et qui ont fait Kirikou, Ernest et Célestine, les triplettes de Belleville, tout ça. Et ouais, en fait, c'est... ah oui, faut que je dise ça. Par rapport à l'histoire et aux enfants, justement, ils se marrent souvent sur les scènes avec Paulette et Petit Zef, l'histoire d'amour, tout ça. Et justement, ça a été entre les armateurs, Arte qui a produit le film aussi, et moi, ça a été vraiment une volonté de réhabiliter le rôle des femmes. Et
Donc le film est l'adaptation d'un livre, et dans la BD, il n'y a pas de femmes en fait. Il n'y a pas Claudine, Paulette, Marie, et ils sont pas. Donc dès le départ, ça a été ça en fait. On fait le film, si on peut rajouter les réhabiliter par rapport à ce qu'elles ont fait pendant la guerre, et qu'au final, c'est elles qui tenaient la ville pendant que les hommes étaient à la guerre. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de scènes de bistrot, et dans la première version du film, en fait, il y avait toujours une femme qui tenait une barwoman, qui tenait le bistrot. Après, on l'a enlevé pour des soucis d'animation, en fait. Chaque personnage, c'est de l'argent. Donc, voilà, c'est comme ça. Et mais en gros, il fallait vraiment les mettre en avant. Et elles ont existé pendant la guerre et pendant toute cette période, et comme Paulette, en fait, qui s'occupe de tout le ravitaillement. Et dans le livre, tout ça, on l'a pas. Et, je critique pas le livre, il est très bien. Hein. Je dis juste que c'était important quand on fait un film. Maintenant aussi, ça fait partie de la réflexion qu'on doit avoir quand on fait un film aussi. Bien sûr. On pourrait peut-être demander au public maintenant s'ils ont des questions ou des réactions, exactement. Quel élément est déclencheur pour passer de la bande dessinée justement à un film d'animation tel que celui-ci, par exemple? En fait, c'est venu de la volonté de travailler avec Étienne Davodo, en fait, qui fait que des BD engagés sur il y a une base sociale systématiquement, et on voulait travailler là-dessus avec Arte et les armateurs. Et donc c'est parti de là, en fait, même pas de ce film, en fait, c'est venu de travailler avec lui, parce qu'on savait qu'on allait vraiment pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Et en se concertant, on est arrivé sur sa BD Un homme est mort. Et après, moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi qu'il fallait que ça réponde à quelque chose qui me parle actuellement. C'est-à-dire que je suis pas extrêmement fan des films arrêtés. C'est-à-dire qu'on va parler d'un événement juste pour en parler, sans comprendre les répercussions qu'il peut avoir maintenant, les portes d'entrée sur ce qui se passe, justement pour les enfants. Les échos que le film fait. Quand les enfants me répondent ça dans la salle, c'est que pour moi, j'ai à peu près fait ce que je voulais faire, en fait. C'est que faire juste un film sur la crise en 1950, si au final, je dis pas que c'est pas important, mais pour moi, pour me lancer dans une aventure pendant plusieurs années, pour ensuite en parler pendant un an après, j'ai besoin de pouvoir faire le lien avec le public, en fait. Et pour moi, c'est parti de là, en fait. C'est qu'on va faire un film qui, au final, comme l'a dit le petit, on change les déguisements et on le télétransporte maintenant, en fait. C'est venu de là, en fait. C'est qu'il y avait un lien, quoi, pour moi. Après, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui. Une autre réaction? Alors, il y a... Oui, pardon. Non, mais on va te prendre le micro parce que les gens n'entendent pas. Bonjour, bonsoir. En fait, je n'ai pas de questions. Simplement, en regardant les films, il y a plusieurs idées qui sont passées par ma tête. D'abord, cette histoire que je ne connaissais vraiment pas. Bon, je ne suis pas française, donc c'est un peu normal d'origine. Je disais à mon mari, ça m'a fait penser, c'est un peu bizarre, l'école qui a gagné le carnaval du Brésil cette année à Rio, c'est une école qui raconte la samba qu'ils ont chanté, c'est l'histoire que l'histoire ne raconte pas, d'accord? Parce qu'ils ont parlé de tous les héros qu'on ne parle pas, l'histoire qu'on ne raconte pas, ce n'est pas dans les livres scolaires. Donc j'ai pensé à ça déjà en regardant ce film, ça m'a fait écho. Après, autre chose que j'ai pensé, c'est à la neutralité de la presse ou pas, parce qu'on va selon le journal qui raconte l'histoire, on va avoir des visions différentes. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui quand monsieur a parlé de la violence policière. Et selon les médias, on va tourner d'un côté ou de l'autre. Et ça m'a fait penser aussi à la faiblesse des syndicats à l'heure actuelle. Pourquoi ça arrive à toute la transformation. Enfin, pendant tous les films, je me suis bien questionnée sur ces choses-là. Bon, voilà. Bon, après... en fait, voilà. par rapport les personnes dont on ne parle pas, c'est un peu ça a été toute la vie de René Vauthier.
C'était de venir avec sa caméra pour donner la parole aux personnes qu'on n'entend jamais. Et quand il a fait son documentaire, ça a eu des répercussions dans toute la France. Tout le monde a connu ce qui se passait à Brest à ce moment-là. C'est arrivé à Paris, c'est arrivé dans les oreilles de Paul Éluard, qu'on voit à la fin. Tout ça, c'est vrai, hein, ça s'est passé. René Vauthier, il est allé avec son magnétophone dans un petit bâtiment à côté de l'Élysée où il y avait Paul Éluard. Il lui a fait écouter. En plus, c'était un poème de Paul Éluard qu'il reprenait à chaque fois. Donc en fait, oui, ça a été toute sa vie, il a fait des films il allait vers ceux qui n'ont pas la parole en fait. Donc à l'indépendance de la presse actuellement, la presse indépendante, je trouve super important. En France, il y en a très peu. Hein, on peut dire, après c'est toujours, bon, ça dépend de quel. Mais dans d'autres pays, il n'y en a pas. Il n'y a qu'une seule vision. Et c'est très difficile d'être vraiment, vraiment informé. Je vous dis, en tant que Brésilienne, il n'y a rien, quoi. C'est vraiment... Et voilà, donc ça m'a fait penser aussi à ça, des gens qui racontent encore l'histoire de l'autre côté, voir... C'est pas qu'on nous trompe, mais il faut avoir toujours des versions différentes. Et ça, je trouve très, très important. Et on voit même qu'en France, aujourd'hui, les médias appartiennent à des grandes sociétés, à aux hommes politiques. Voilà, ça m'a fait écho à tout ça. Gérard, un petit mot là-dessus? Un petit mot sur la presse. C'est important, votre question. Il faut voir qu'à l'époque, on l'a dit au début, dans un climat de guerre froide établi depuis 2-3 ans. Et pendant la guerre froide, il faut choisir son camp. On est russophile ou on est du côté du monde dit libre, américain. À cette époque, la presse, elle est très puissante, très importante. La presse conservatrice, mais la presse de gauche aussi, socialiste et communiste. L'Humanité tire à 800 000 ou 900 000 exemplaires. Donc on est, pour des épisodes comme ceux-ci, presque à armes égales, parce que les militants ouvriers, ils ont une presse puissante qu'ils distribuent le dimanche, comme dans la chanson de Ferrat. Donc ils ont cette possibilité de réaction. Après, il y a une deuxième chose que je voulais dire rapidement, que mon ami Paul a esquissé, c'est l'espèce de désenchantement qu'on peut avoir par rapport à une héroïsation de la classe ouvrière, qu'il faut nuancer, tu as bien raison. Mais moi, ce que j'ai observé dans ce film, qui m'a beaucoup plu, c'est là-dessus que j'aurais peut-être une question, c'est que vous montrez bien à 2 reprises, à propos de Paul Éluard et à propos de René Vauthier, les liens qui étaient très forts, me semble-t-il, plus importants qu'aujourd'hui, entre le monde des intellectuels, mais plutôt de la création, et le monde ouvrier. Quand on voit comment le jeune ouvrier se réapproprie le poème d'Éluard, et quand on voit comment Vauthier lui-même utilise, entre guillemets, 2 jeunes ouvriers pour monter le film. Donc, c'est des exemples, je ne sais pas s'ils sont réels. Ah oui, oui, c'est réel. Le premier, je parle. Oui. Voilà. En fait, il y avait vraiment un et c'est lien des direct. exemples emblématiques, à mon avis, d'une période où c'était possible, ce lien intellectuel, monde de la création et classe ouvrière. Le lien était direct, en fait, effectivement, c'est très proche entre les intellectuels et le monde ouvrier, et le monde en général, en fait, le monde, voilà. Et ce que j'ai voulu un peu montrer dans le film aussi, c'était la manière dont, justement, un intellectuel, René Vauthier, qui est un intellectuel, qui est un militant, qui est un ouvrier aussi, il a tout fait, il est tout, donc il est en mesure de comprendre aussi tout ce qui se passe, et tout ce message, et de le digérer, de le reporter dans ses films, en fait. Et ce que moi je voulais montrer, en fait, c'était la manière dont alors il n'était pas aussi sage qu'on le montre dans le film, René Vauthier, loin de là. C'était vraiment un personnage. Mais moi, ce que je voulais créer un pilier, en fait, que la sagesse de René Vauthier soit transmise à Petit Zef, à tout ce monde ouvrier, pour justement grandir ensemble. Et c'était aussi une manière de montrer tout simplement comment on fait un film, et montrer comment les ouvriers ont fait un film. Et ça se voit pas exactement, et pas aussi si on connaît pas la manière dont on fait un film, mais il y a toutes les étapes dans le film, on montre toutes les étapes de fabrication d'un film. C'est presque actuel. Une coopérative, enfin, Ouais. on pense presque à une... Ouais. Et donc c'était important de... Ouais, effectivement, et Paul Éluard, ça a existé, cette scène, et en fait, les intellectuels n'étaient pas aussi inaccessibles peut-être que maintenant, et eux-mêmes se rendaient accessibles aussi. C'est-à-dire que c'était plus facile de les croiser ou de leur adresser la parole. Et alors on le voit un peu dans le film, hein, c'est peut-être pas non plus, vu que c'était pas le sujet exact du film, c'est des thèmes il y a beaucoup de choses, comme vous disiez, qu'on survole. Après, il y en a d'autres où on va un peu plus profond, mais
voilà, l'idée c'était de faire une espèce de photographie de l'époque et aussi, c'est pour ça aussi que j'ai pris ce point de vue, parce que dans la BD, on voit l'histoire à travers les yeux de René Vauthier. Et moi, quand j'ai attaqué sur le film, je voulais qu'on voit l'histoire à travers les yeux des ouvriers, en fait. René Vauthier, il est un peu secondaire, ça devient un personnage secondaire, alors que dans la BD, c'est le principal. Et ça me permettait, moi, de faire découvrir tout ce qui était leur monde, en fait, les baraquements, leur quotidien, tout ce qu'ils vivaient, en fait. Et ça permettait aussi de vivre plus facilement leurs émotions, finalement. Si j'avais été côté René Vauthier, j'aurais pris un point de vue de journaliste et qui va voir quelque chose, mais pas forcément qu'il le vit. Même si je pense que René Vauthier a compris tout ça et qu'il l'a vécu. Et maintenant, en faisant un film, c'est plus facile de se mettre de l'autre côté pour transmettre les émotions plus facilement, en fait. Voilà. Paul, vous avez quelque chose à nuancer, il me semble. Oui. Il y a quand même une scène très forte, parmi d'autres, dans le film, c'est celle où René Vauthier débarque et où il est rejeté par des ouvriers qui ne veulent pas spontanément, qui ont une méfiance par rapport à l'intellectuel qui n'est pas à sa place à leur côté. Et donc, malgré le discours du syndicat qui dit « mais il va être utile à notre cause », et finalement, c'est ce discours qui arrive à le faire accepter, c'est-à-dire, en fait, il est au service de la cause ouvrière, et c'est uniquement parce qu'il est au service de la cause ouvrière qu'il est accepté, mais avec un temps de retard. Donc, je pense que ça dit beaucoup de choses aussi sur l'ouvriérisme, qui a été, à mon avis, une des faiblesses du mouvement ouvrier, malgré effectivement une période glorieuse, des liens positifs et complexes entre le mouvement ouvrier, syndical, politique, et des grandes figures intellectuelles dans tous les domaines. Moi, je pense tout de suite à Jean Vilar, par exemple. C'est-à-dire, dans le monde du théâtre en particulier, il y a eu des liens très forts entre le mouvement ouvrier et la création, allant bien au-delà de l'instrumentalisation de la création au service de la cause ouvrière. Voilà, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, oui, réagir à la camarade brésilienne, c'est ça, avec qui j'ai beaucoup de sympathie par rapport à la situation que connaît le Brésil aujourd'hui, quand même, par rapport à la question des libertés, la violence de l'État, etc. Je veux dire, que de régression. Que de régression. Effectivement, la possibilité de retrouver des héros inconnus, c'est quelque chose de très important, je crois, dans l'entretien et le développement de la mémoire populaire. Moi, je sors de la lecture d'un livre que je recommande à tout le monde, fabuleux, c'est le livre de Gérard Noiriel, Une histoire populaire de la France. Là, vous allez en trouver des inconnus, et vous allez en trouver des éléments d'histoire de France que vous n'avez jamais appris dans les livres. Donc, il y a des ressources, allons-y. Et c'est aussi un appel peut-être aux intellectuels et aux créateurs pour se saisir un petit peu de cette histoire refoulée, pour se la réapproprier aujourd'hui. Et si j'avais une troisième chose à dire pour ne pas désespérer, aussi parlons de l'actualité et du rôle qu'a joué Facebook dans tous les derniers mouvements sociaux depuis quelques années. Donc effectivement, la presse est sous hégémonie de plus en plus étroite de la finance, y compris en France, bien qu'il y ait des médias alternatifs qui se portent pas mal. Je voyais que Mediapart, c'est 150 000 abonnés aujourd'hui. Mais enfin bon, c'est pas 600 000 ou 1 million. Il faudrait y arriver pour concurrencer sérieusement les grands médias et la télévision. Mais les réseaux sociaux peuvent jouer leur rôle quand même. Il n'y aurait pas eu le mouvement des Gilets jaunes sans les réseaux sociaux qui nous confirment qu'il y a une défiance de masse par rapport aux médias officiels dans une partie de la population, qui ne croit pas le discours officiel des médias. Donc les médias sont puissants, mais ils ne sont pas tout puissants. Est-ce que vous avez juste à nuancer là, par rapport à Facebook moi, je regrette justement le poids de Facebook dans ces mouvements. Effectivement, il n'aurait pas pu exister. Après, je regrette l'immédiateté en fait de la transmission de l'information et du manque de recul et qui, je pense, aussi a donné lieu à pas mal de débordements qui n'auraient pas eu lieu sans Facebook aussi. Donc là aussi, je tiens à nuancer le. Ouais. Est-ce que vous avez une question ou une réaction? Oui. Ah, pardon. Jennifer, ici. Il y avait une question là-bas, il y avait déjà le micro. Ah ben, allez-y, oui, Ouais, je vous en prie.
En fait, j'ai été touché par le film et ce qui, moi, m'a inquiété, c'est plus l'avenir. Et vous parlez qu'on le diffuse aux jeunes et aux enfants. Mon fils s'est inquiété, savoir s'il allait tuer le policier et où étaient les policiers, qui sont pas mal déshumanisés quelque part au sein du film. Et c'est vrai qu'il y a une inquiétude de nos jeunes vis-à-vis de l'ordre public. Et ce questionnement-là, dans le film, pour ma part, m'inquiète. Voilà, m'inquiète sur l'avenir. Et on le vit encore aujourd'hui. Bien sûr, ouais, avec cette défiance que l'on a de la désinformation, et qui est justifiée d'ailleurs. Mais c'est quand même soucieux de se dire que plus de 50 ans après, quelque part, on en est au même point. C'est-à-dire qu'on n'arrive toujours pas à tous s'entendre et à tous se dire que quelque part, voilà, là, ils venaient de vivre la guerre, elle l'a dit, Marie, c'était les Boches et maintenant c'est entre nous. Et aujourd'hui, on en est au même point. Quelles issues et comment rebondir sur un film comme ça, surtout auprès de nos jeunes? Je peux te dire un petit mot. Il y a au moins 2 personnages qui, tout au long du film, calment Tizef et lui dit que la violence, ça sert à rien, etc. Il y a ce message aussi qui, pour moi, passe. Bon. Qu'est-ce que tu en penses, Olivier? En fait, oui, c'est exactement ça. Après, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. C'est que j'ai pas voulu. Alors, même si dans le film on montre vraiment l'aspect le plus sombre des flics, en fait, j'ai eu l'occasion d'en parler aussi et j'ai pas envie d'être là pour être celui qui tape dessus, en fait, sur l'ordre, parce que je suis pas du tout c'est pas du tout ma pensée. J'ai eu des projections à la fin. Ouais, c'est bien, vous avez bien tapé sur les flics et tout. Non, mais c'était pas le but, quoi. C'est pas ça que je voulais faire, quoi. Et ce qu'on n'a pas trop le temps de dire aussi dans le film, c'est que suite à cet événement, il y a eu une vraie prise de conscience des forces de l'ordre, même s'il y a encore eu des débordements, qu'il y en a encore et que je pense qu'il y en aura encore pendant longtemps. Il y a vraiment eu une prise de conscience par rapport à la violence que pouvait provoquer et infliger et même à tuer, en fait. C'est-à-dire que maintenant, un flic tue quelqu'un dans la rue, il y a des enquêtes, il y a tout ça, même si ça ne va pas souvent au bout. C'est-à-dire que là, il n'y avait même pas d'enquête, en fait. C'est que tu le tues, ça fait partie de ton travail, tu as le droit. C'est un peu comme James Bond, il a le droit de tuer, quoi. Et c'était un peu le cas à l'époque. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas, à la fin de la manif, s'il avait tué quelqu'un, le chef, il a dit ouais, franchement, t'as un peu déconné là, mais c'est tout. Et maintenant, même si c'est pas encore ça, il y a plus d'impunité, en fait. C'est-à-dire que même, il y en a plus, mais logiquement, il n'y en a plus. Et je pense quand même qu'il y a une amélioration, même par rapport à ce qu'on voit tous les jours à la télé et dans les médias aussi, j'ai du mal à me faire à être tranché là-dessus. Facebook, c'est bien, c'est pas bien. Pour ma part, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est pas bien, mais bon. Parce que justement, le spectateur de Facebook voit aussi ce qu'il veut voir. C'est-à-dire qu'il va aller sur les groupes qu'il recherche. Quelqu'un qui est un casseur ne va pas aller sur un groupe pas casseur, quoi. Donc on s'auto-oriente aussi vers les choses qu'on veut bien voir. Et les théories du complot, tout ça, ça part de là, en fait. C'est pas des choses qui existent, c'est des choses qu'on va chercher, je pense. Et par rapport aux flics aussi, je pense que si on va chercher des choses plus positives et qu'on va chercher des personnes qui font vraiment leur boulot dans la rue, et il y en a beaucoup des bons flics, plus que des mauvais flics, je pense. Les choses peuvent changer, sauf qu'effectivement, ça aussi, il faut le médiatiser. Il ne faut pas médiatiser que le flic qui va tirer sur un manifestant. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde est bon, tout le monde n'est pas bon. En fait, il y a du bon et du mauvais partout. Il y a aussi des mauvais ouvriers, des mauvais manifestants, en fait, des salauds finis, quoi. Il y a de tout. Et je pense que les médias ont tendance à nous montrer ce qu'on veut voir et de vraiment dire lui c'est un salaud, lui c'est pas un salaud, alors qu'il y en a partout.
C'est plutôt ça le message du film, en fait. C'est que même Petit Zef, à un moment donné, c'est un salaud aussi. Il a envie de tuer du flic, il le dit. Sauf que voilà, il y a le rôle de l'intellectuel, de la culture, de l'éducation, de tout ça. Et le rôle des profs, des éducateurs, tout ça, c'est aussi à eux de leur... pas que, je le répète, pas que à eux, aux familles aussi. En fait, à tout le monde, il y a un rôle à jouer dans le... inculquer le respect, la non-violence, le discernement de tout ça, et de faire en sorte que les choses s'améliorent. Mais c'est pas juste à une personne ou à un réalisateur ou à quelqu'un qui... Je pense pas que quand je fais un film, je me dis je vais changer le monde, en fait. Et c'est plutôt ça, en fait. C'est tout le monde a son rôle à jouer, quoi. Gérard, vous vouliez ajouter quelque rapidement chose? sur la question qui vient d'être posée, c'est une question importante parce qu'au fond, ça nous laisse entendre à quoi sert l'histoire. Et ce film-là, comme tous les objets d'histoire, il n'est pas là pour montrer ce qu'était une grève ouvrière en 1950. Il est là aussi pour poser des questions d'aujourd'hui, pour essayer d'y répondre ou en tout cas de se les poser. Et au fond, dans la transmission avec les jeunes, parce que je crois que ce film est montré aussi dans les écoles, il n'est pas inintéressant, je trouve, que des questions soient posées. Est-ce que la violence est légitime? Est-ce que quand on est dans un système d'oppression et de domination, est-ce qu'on a le droit de se révolter, oui ou non? Est-ce qu'on peut utiliser la violence contre la violence d'État, etc. Qu'est-ce que peut être une police républicaine? Voilà. Donc il y a toute une série, et c'est intéressant, je trouve, moi, d'avoir des supports comme ça avec les jeunes, sans dogmatisme, sans manichéisme aussi. Le film n'est pas manichéen, d'ailleurs, on le voit avec les personnages, ce que vous disiez et tout. Eh bien, qu'on pose les questions avec les jeunes, qu'on les accompagne et qu'on débatte avec eux. À mon avis, on fait avancer, là, pour le coup, une approche citoyenne de l'histoire, me semble-t-il. Je voulais dire un mot sur l'impunité quand même policière. Je pense qu'il y a impunité policière. Je crois qu'il y a, je ne sais pas le chiffre exact, mais plusieurs dizaines de jeunes de banlieue qui ont été tués dans des conditions pour le moins troubles, pour lesquelles les assassins n'ont pas été jugés. Hein, faut le rappeler, ça, quand même. Et alors, je ne mets pas en question du tout les individus. Hein, je mets en question les directives, l'orientation. C'est pas un hasard si la France est un des rares ou un des seuls pays d'Europe aujourd'hui à légaliser l'usage d'un certain nombre d'armes très dangereuses par la police. On est une singularité en Europe. Hein. Les autres pays nous regardent avec des yeux comme ça. C'est pas une décision individuelle des policiers, ça. C'est des ordres venus d'en haut. C'est des voilà. Donc si voilà. Une autre question? Oui. Oui. Sinon, je pense que le film, excuse-moi, j'avais un mot à dire. Je trouve que le film là-dessus, il est très bien. C'est-à-dire qu'il met pas du tout l'accent sur. Enfin, il dessine pas un tableau manichéen hein, entre les policiers et les ouvriers en grève. Les policiers, ils sont dans leur rôle, quoi, en fait. Oui. Oui, je voulais rebondir sur la question de la désinformation par les médias qui a été abordée tout à l'heure. Je crois qu'on parlait tout à l'heure de fantasmer un peu le monde ouvrier, etc. Mais je reprends la notion. Je trouve qu'on fantasme un peu aussi la presse aux ordres de la finance. La presse n'est pas parfaite. Elle a la chance d'être plurielle en France, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays, ce qui permet déjà d'avoir quand même un certain nombre de visions des choses. Et ensuite, je suis un petit peu interpellé quand la seule réponse aux dérives ponctuelles de la presse, de certains journalismes, à certains dysfonctionnements, si la seule réponse qu'on a à ces dysfonctionnements, c'est Internet et Facebook, je suis un peu interpellé. Si on me dit que l'alternative, c'est Mediapart, bravo. Si on me dit que l'alternative, pour corriger un certain nombre de choses et de dysfonctionnement de la presse traditionnelle, je vais dire, c'est Mediapart, c'est le Canard enchaîné, alors là, j'applaudis des deux mains. Si pour rétablir un tant soit peu de vérité, le seul moyen qu'on a trouvé, c'est Facebook et tout ce qu'on trouve sur Internet pour vérifier
Voilà, ce qu'il faut faire, c'est ce que fait M. Cossu quand il va dans les écoles pour éduquer les enfants avec l'esprit critique pour lui permettre d'avoir effectivement une approche de la presse et traditionnelle et non traditionnelle avec un certain recul, un certain esprit critique. Mais je crois qu'il ne faut pas mettre en opposition la presse traditionnelle et trouver un miracle à toute cette alternative qui ne fait qu'amener des manipulations, parce que la manipulation par la presse traditionnelle, où il y a effectivement des grands financiers, peut-être dans certains cas, mais sur Facebook et sur Internet, les fausses informations qui sont par des groupuscules, par des partis politiques qui manipulent l'information, alors pour le coup, sans qu'on ait la possibilité de savoir d'où ça vient, alors que la presse traditionnelle, au moins, on sait pointer du doigt s'il y a un dérapage. Donc je crois qu'il faut être très vigilant avec ce discours haineux sur la presse actuelle, parce que la critiquer, c'est la démocratie, et c'est bien. La clouer au pilori, je ne crois pas que ça fasse avancer trop la démocratie. Oui, Bien, sur la presse. Oui, non, mais vous allez pouvoir répondre. Ça va être bientôt terminé. Après, je laisserai à M. Cossu et aux intervenants 1 minute pour conclure. À vous, Gérard. Oui, juste un mot sur la presse. Je nuancerai juste le début de votre intervention, parce que si on mesure le chemin parcouru entre 1950 et aujourd'hui, on s'aperçoit quand même bien combien il y avait des centaines de titres à la Libération. Et il y avait eu des directives, notamment ordonnées par le CNR, Conseil national de la résistance, montrant que les libertés démocratiques, elles seraient assurées et maintenues par une presse libre et indépendante des groupes financiers. Or, c'est un secret de polichinelle, mais pour personne, de voir que cette presse, depuis quelques années, elle s'est concentrée massivement autour de grands groupes capitalistes, et que les quelques titres qui échappent à cette mainmise de la finance pour aller vite se raréfient. Il n'y a qu'à voir, ce n'est pas les seuls, mais la situation de l'humanité et d'autres titres actuellement. Donc, de ce point de vue du point de vue de la démocratie et du rôle de la presse, il y a cette évolution qui, pour moi, reste une régression. Après, sur le reste, je partage votre point de vue. Mais il faut mesurer les évolutions qui ne sont pas toujours dans le sens du progrès social. Bien. Avez-vous une phrase de conclusion sur le film, sur Ben moi, je salue, je le disais un petit peu au début, le travail formel et puis pédagogique qu'on peut faire, parce que au fond, la France, c'est un vieux pays dans lequel la République, elle s'est construite autour des questions sociales. Hein. Et au fond, le rêve de ces ouvriers, même s'ils étaient par ailleurs, ils pouvaient être staliniens ou autres, ils avaient en vue une république, ils avaient en vue la République et une république sociale. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est un film qui pose des questions pour aujourd'hui, parce que la République, la vieille promesse républicaine, elle reste toujours à accomplir. Et on le voit actuellement dans certains mouvements. La partie sociale de la République, elle est encore devant nous. Alors, si on a bien avancé sur les questions de liberté, il me semble que sur la question de l'égalité, on a encore de beaux chantiers devant nous. Et ce film nous aide à penser l'égalité, y compris pour aujourd'hui. Monsieur Bouffarty? Oui, 2 mots. D'abord, je suis d'accord, hein, Facebook, c'est la pire et la meilleure des choses. Hein. Je voulais simplement dire que sans Facebook, il n'y aurait pas eu le mouvement des Gilets jaunes, qui nous a quand même fait beaucoup de bien. Parce qu'il y a une partie de la population qui a pris la parole, qui n'apprenait pas depuis très longtemps, y compris dans le cadre du mouvement syndical. Donc ça, c'est très très important. Et c'est potentiellement porteur d'avenir et d'espoir. Mais je suis d'accord, ça peut être la pire des choses aussi. Et la deuxième chose, c'est que j'espère que ce film, qui est, j'ai l'impression, un peu unique en son genre, oui, exactement. Un film d'animation sur des questions sociales historiques, qu'il fasse beaucoup de petits. Voilà mon souhait. Il est en train. Alors, pas de moi, mais pour travailler dans l'animation, on va se prendre une grosse vague de films adultes. Quand je dis adultes, c'est on a passé l'animation a passé l'âge du dessin, ce qu'on appelle le dessin animé en fait. On en a encore. Il y en a encore des tonnes qui arrivent, mais les choses sont en train de changer et de régresser en même temps.
parce que moi, je suis arrivé là, les 3-4 années que j'ai vécues pour le film correspondent aux 3-4 années où vraiment le cinéma est en train de changer, et j'ai pu travailler sur le mien et sur d'autres films d'animation. J'en ai fait deux cette année. Un, c'était sur les talibans, qui va être le meilleur film d'animation de tous les temps. Les Hirondelles de Kaboul. Avec de Zabou Bretman. Alors, de Eléa Gobem-Velek et Zabou Bretman. Pardon. Pour moi, c'est de Eléa Gobem-Velek. Ah, d'accord. Non, en fait, c'est Zabou Bretman parce qu'elle apporte l'argent, mais voilà. On va Les Hirondelles de Kaboul. J'ai perdu mon corps, sur lequel j'ai travaillé aussi. En fait, j'ai travaillé que sur des films vraiment avec qui font réfléchir, qui ne sont plus des dessins animés pour les enfants, que pour les enfants. Voilà. Et donc, comme Un homme est mort, comme Les Hirondelles, comme J'ai perdu mon corps qui arrive, comme Funan, qui est sorti le 6 mars, qui parle des Khmers rouges au Cambodge. Tous ces films peuvent servir de base d'accompagnement, en fait. Et ça va plutôt être ça, pour conclure. C'est comme René Vauthier accompagne Tizef et Désiré dans vers la voie de la sagesse, on va dire. Tout est question d'accompagnement. Quand on parle de Facebook, il ne faut pas lire les choses telles quelles. En fait, il faut être accompagné de personnes aussi qui savent décrypter les informations. Et les grands médias le font aussi. Le Monde a un système de vérification de tout ça. D'autres médias. Je pense que si on est bien accompagné par des personnes, justement, par les éducateurs, par les profs, par les flics aussi, par toutes ces personnes qui font partie de la société, comme tout le monde en fait, s'il y a un bon accompagnement, et le film, je viens avec le film en général justement pour parler de tout ce qui s'est passé avant, pendant, après, c'est aussi pour qu'il y ait ce genre de réflexion par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, par rapport aux enfants en fait, quand ils me posent des questions. J'essaie de les éclairer en fait, parce que je dis pas que je connais tout ce qui s'est passé à cette époque, et j'ai encore appris des choses aujourd'hui. Mais en tout cas, si j'ai encore 2 minutes, 2 minutes, 1 minute et demie. 1 minute et demie. C'est aussi, j'ai été accompagné aussi par le film par Chris, qui est l'auteur de la BD, et il y a eu un avant et après Chris. C'est-à-dire que quand on commence le film, on a plein d'idées, on dit on va faire ça comme ça, même le début du film n'était pas comme ça, la fin du film n'était pas comme ça. Et ensuite, je suis allé chez les parents, j'ai dormi chez les parents de Chris en Bretagne, à Brest, quelques jours. Et pendant ces quelques jours, en fait, j'ai vécu aussi avec Chris. Et il m'a fait visiter la ville et on a refait à pied tout le chemin de la manifestation, en fait. Par où on est passé, alors, la ville, elle ressemble plus à rien. Elle était moche avant aussi, mais elle est toujours moche, mais encore plus moche. Et parce que comme toutes les villes du littoral, en fait, en fait, j'ai vécu la manifestation. En fait, il m'a dit tu vois là, quand on arrive sur la place où ça pète vraiment, en fait, dans le film, c'est la place de la Liberté. Et en fait, ce jour-là, c'était un jour de marché. Donc il y avait pas mal d'étals, des poissons partout, des boîtes de sardines et tout. Et en fait, ce qu'on montre pas dans le film, par exemple, c'est qu'il y avait des femmes aussi qui vendaient des poissons, et elles sont mises à attaquer les flics à coups de poisson, en fait. Alors jeter des poissons dans la figure, tout ça on le montre pas, mais moi je l'ai eu dans la tête en fait, en faisant le film. Et quand je suis revenu, je suis passé par la fameuse rue Kérabekam, où Édouard Mazet s'est fait tuer. Il y a une petite plaque ici, un syndicat, voilà. Alors, il y a un tout petit lieu de mémoire, c'est vraiment une petite... Non. Et donc j'ai fait tout ça, et en revenant au studio à Paris, en fait, on va changer pas mal de choses par rapport à ce qu'on a déjà mis en place. Et ça allait vraiment du scénario même, en fait, de l'histoire, des personnages, à des détails. Parce que quand j'ai fait cette petite balade dans Brest, en fait, j'ai croisé tous les Brestois possibles. Et je me suis rendu compte, Chris connaît tout Brest et tous les Brestois aussi. Donc, à chaque fois que je croisais quelqu'un, c'était « Ah, vous préparez un film ?» alors que le film n'était même pas en préparation, quoi. Ils étaient déjà au courant. Et donc, au fur et à mesure de la balade, j'ai senti le poids aussi qui commençait à venir sur ce film et sur le devoir de mémoire et d'authenticité, en fait.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire juste un film où on crée des décors un peu comme on veut, même en cherchant les archives, tout ça. Pour l'anecdote, par exemple, on avait commencé à faire des designs de décors avec des bâtiments qui avaient 6, 7 étages sur les décors. Et en fait, quand j'ai pris des photos de la ville et tout, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que c'est une anecdote, c'est rien du tout, mais il n'y a pas un bâtiment au-dessus de 4 étages, en fait. Et j'ai demandé justement à des Brestois, mais pourquoi c'est aussi bas votre ville, en fait, quoi. Et la réponse toute bête, c'est ils m'ont dit, au cas où il y a une autre guerre, ça tombera de moins haut. On aura moins... Non mais vraiment, hein, et j'ai croisé des architectes qui m'ont dit, c'est effectivement pour ça, en fait. On l'a reconstruit assez bas et sans des trucs des gratte-ciel, des tours. Pour ça, en fait, c'est que maintenant, on sait que ça peut repéter, en fait. Et toutes ces choses, en fait, quand je suis revenu au studio, ça a changé aussi ma vision du film et de me dire, bon, on va pas faire juste un film d'animation, on va essayer de faire à la fois un film historique, documentaire, avec de la fiction dedans, et d'essayer de mélanger tout. Et par rapport aux archives qu'on peut trouver à Brest aussi, de montrer qu'il n'y avait pas que des bons et des mauvais. C'est pour ça que le film, il n'est pas d'un côté ou de l'autre, il est un peu entre les deux. Parce qu'effectivement, c'était la réalité. En fait, il n'y avait pas que des mauvais flics, il y avait aussi des bons flics, il y avait un peu de tout. Il y avait des salauds dans les manifestants qui ont aussi tué. Donc il y avait tout. Voilà. Donc pour conclure, c'est vraiment de penser à cette question d'accompagnement et de recherche. Je l'assume. Oui, normalement c'était moi. Je te laisse la parole. Bon, je suis obligée. J'ai fini. Non, mais en même temps, on est plutôt heureux quand ça se passe comme ça. Hein. Voilà. C'est plutôt bon signe quand je suis obligée de... juste une conclusion, prochaine donc séance à 21h. C'est ce qui est magique dans une programmation et un festival, c'est un moment de tous ces liens qu'on trouve entre les films. On avait avant qu'à Bollywood un magnifique film. Et voilà, cette année, il y a beaucoup de personnages de femmes au centre des films. Ce soir, c'est une soirée de court-métrage sur la jeunesse, comme on fait chaque année. Ce n'est que des réalisatrices, je ne les ai pas choisies.